Le Mexique des années 1920 est un pays en effervescence, où l'art et la politique se mêlent dans une même énergie révolutionnaire. Tina Modotti s'y installe avec Edward Weston. Mais rapidement, son chemin artistique et personnel prend une direction propre, nourrie de passion, d'engagement et de lutte. Dans ce deuxième épisode, je t'emmène au cœur du Mexique révolutionnaire, où Tina trouve sa voix, sa force et ses contradictions. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir la photographe engagée, l'amante passionnée et la militante prête à tout sacrifier pour ses idéaux. Je suis Élodie Bonin et tu écoutes Nicéphore, le podcast qui te plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans ta créativité. Après 2 semaines de périple en bateau, puis en train, Tina et Edward arrivent à Mexico le 11 août 1923. Ils emménagent dans une demeure de maître au cœur de Mexico. Le quartier est bourgeois, universitaire et ministériel, ce qui explique le loyer élevé de l'appartement. Mais le coup de cœur est là, car le nouveau logis dispose d'un azotea, une terrasse typiquement mexicaine. Rapidement, le couple y réalise des nus, de l'un comme de l'autre. Et c'est d'ailleurs là, pour la première fois, qu'Edward capture la nudité entière de Tina. Au cours de leur établissement à Mexico, Tina et Edward goûtent au véritable bouillonnement culturel du pays. Les révolutions et luttes ouvrières côtoient les manifestations féministes et les cafés animés par des débats intellectuels. Dans cette effervescence politique, le couple est accueilli à bras ouverts par Diego Rivera. Lui et son épouse, Lupe, ne tardent pas à devenir les amis proches du couple de photographes, à tel point que le couple Rivera s'établit dans une maison adjacente à celle des Weston Modotti. Chaque samedi soir, c'est Tina et Edward qui deviennent les hôtes de festivités arrosées, rassemblant le tout Mexico, qu'il s'agisse d'artistes, politiques, penseurs, militants et philosophes, tous soutenant la lutte ouvrière. Tina avait convenu avec Edward qu'à leur établissement à Mexico, elle poursuivrait davantage son apprentissage. Alors, tandis qu'Edward lance son studio de photographie, Tina se concentre sur sa maîtrise technique du boîtier, de la lumière et du laboratoire. Mais elle découvre également toutes les tâches sous-jacentes au métier. Le démarchage, la comptabilité, le contact clientèle, le secrétariat et l'archivage. Tina devient un véritable couteau suisse, d'une telle efficacité qu'elle commence même à produire ses propres clichés. Sur sa première photographie, réalisée dans la demeure Rivera, on peut observer une marionnette mexicaine qu'elle nomme « Mon dernier amant ». Un titre ironique, car bien que tous voient en Tina et Edward un couple fusionnel et inséparable, il est évident qu'aucun des deux n'est fidèle l'un à l'autre. Et pour cause, dès leur arrivée à Mexico, Edward entame une liaison avec une certaine Elsa. Tina, de son côté, fait tourner les têtes. Les avances sont si nombreuses qu'Edward écrit dans son journal ces paroles adressées à Tina. Ma parole, tu as autant d'amoureux qu'il y a de chiens dans les rues de Mexico. Et Tina répond aux avances. Un jour, tandis qu'elle joue avec des amis, elle écrit sur un morceau de papier Tina Modotti, profession, les hommes.
Et les hommes témoignent de cet émoi que son jeu de séduction éveille en eux. Le jeune frère de Lupe Rivera dira par exemple « Tina était une femme extrêmement belle, porteuse d'une séduction hors du commun qui faisait que tous les hommes qui la croisaient, à commencer par moi, en tombaient amoureux. » Le couple s'est juré une liberté entière en ce qui concerne leur fréquentation, même si cela n'empêche pas d'éveiller en Edward une sorte de jalousie et de rivalité avec les autres hommes de leur cercle d'amis. Malheureusement, bien que les espoirs de réussite professionnelle du couple habitent leurs esprits et ceux de leur entourage, le Mexique n'est pas en reste de leurs ambitions. Tout d'abord, des rumeurs circulent dans Mexico. On parle de ce couple de photographes tout juste établis qui partagent le même toit et le même lit sans être mariés. Sans compter que certains disent que leur soirée se termine en orgie. Une situation qui passe difficilement dans ce pays où les bonnes mœurs sont le credo du mode de vie local. À la clientèle qui n'est plus au rendez-vous, le loyer que doit payer le couple est hors de prix. Une situation qui force à nouveau Tina et Edward à déménager au printemps 1924 dans le quartier de la Condesa. Un quartier plus bruyant, mais qui permet de diviser par 2 le coût du loyer. Tina aime ces rues animées et bruyantes, ce qui n'est pas vraiment le cas d'Edward. Le silence lui manque, sa tranquillité de vie lui manque, et ses enfants lui manquent. Ce nouveau logement révèle en lui un manque croissant de sa vie d'avant, ce qui ne manque pas de faire des étincelles dans le couple. Tina veut rester à Mexico, mais Edward veut rentrer aux États-Unis. Ajouté à sa jalousie croissante envers les amants de Tina, Edward ne tient plus. Le 23 mars 1924, Edward confesse dans son journal « Tina cherche chez les hommes à la fois amitié et sensualité amoureuse. Quand l'autre nuit, au fil d'une discussion à propos d'une femme ordinaire, inhibée, sans doute incapable d'avoir un amant, mais cependant bien vue des deux sexes, Tina s'exclame de façon pathétique « Au moins elle ne manque pas de solides amis. » Et ainsi, à la tombée de cette nuit, nous ne serons qu'amis. C'est la fin du couple Weston-Modotti, mais ce n'est pas la fin de leur histoire. Durant l'année 1924, Edward et Tina poursuivent leur échange professionnel. C'est l'occasion pour Tina de se débarrasser des distractions de l'engagement. Elle est désormais dévouée à 2 causes uniques, la photographie et le Mexique. C'est dans cette visée que Tina poursuit sa formation auprès d'Edward et produit sa première série photographique intitulée « Vue sur les toits ». Puis, elle produit Chapiteaux de cirque au cœur du cirque russe, régnant en maître sur la ville de Mexico, pour enfin rompre définitivement avec son mentor par sa série consacrée au monastère de Tepoztlán. Une série qui séduit particulièrement Edward, n'hésitant pas à dire qu'il aurait été heureux d'avoir pris lui-même ces images. Tina s'est alliée l'esthétique photographique à la modernité mexicaine, ce qui lui offre de premières opportunités de publication dans la presse. Et fin novembre 1924, son travail est exposé au Palais des Minerias. C'est la reconnaissance qu'elle attendait. Désormais, les portes de la réussite lui sont ouvertes. Cette réussite, Edward la voit avec inquiétude. Il sait que plus le temps passe, plus Tina lui échappe, et que cette période est un point de non-retour. Edward n'a désormais plus aucune raison de rester au Mexique. Son mentorat est accompli et dépasse même toutes ses espérances. Sa relation avec Tina est terminée, et le Mexique n'inspire plus son art. Le 28 décembre, Tina accompagne Edward à la gare de Mexico. Au moment de nous séparer, nous étions l'un en face de l'autre, muets, des mains qui s'étreignent, des yeux emplis de larmes, un dernier baiser. Tina, avant de voir le train partir, remet une lettre à Edward. « Je serai très sage en ton absence. Je travaillerai dur pour que tu puisses être fier de moi et pour que le temps passe vite pendant notre séparation. Edward, mon bien-aimé, merci. Quoi qu'il advienne. » Tina observe le train quitter la gare, puis rentre chez elle.
La nuit est tombée. C'est là qu'elle s'assoit à son bureau et écrit. Je sous-signé Tina Modotti, lègue par le présent, après ma mort, à Edward Weston, tous mes biens personnels, meubles, livres, photographies, etc. Ainsi que tout mon équipement photographique, objectifs, appareils, etc. Il est libre de garder pour lui-même ce dont il a envie et de distribuer le reste à ma famille et à mes amis. J'exprime aussi, par la présente, mon désir d'être incinérée. Son testament est signé. Elle peut désormais se jeter à corps perdu dans le travail pour oublier son chagrin. Désormais, c'est seule que Tina gère le studio qui appartenait il y a encore peu à Edward. Il le lui a cédé, conscient que la photographe en herbe avait toutes les compétences nécessaires pour mener l'entreprise à la réussite. Consciente que ses photographies esthétiques ne suffiraient pas à payer les factures, Tina cherche une source de revenus régulier. Et c'est pourquoi elle en vient à accepter un emploi dans la librairie d'un ami italien. Emploi qu'elle n'exerce que quelques heures. Elle s'enfuit presque de la boutique. Une fois rentrée chez elle, elle appelle son employeur pour l'informer qu'elle ne reviendra pas. Édouard, je suis peut-être ridicule, absurde, poltronne, tout ce que tu voudras, mais je ne pouvais pas faire autrement que de laisser tomber. Je n'ai pas d'autre excuse à invoquer pour ma défense, si ce n'est que, tout au long de cette première matinée de travail, j'ai senti tout mon être qui protestait. Ce n'est que quand j'ai eu commencé que la peur s'est emparée de moi. La peur que le sacrifice de mon temps, que je consentais ainsi, n'en vaille pas la peine. Dès l'instant où je suis sortie, j'ai su que j'étais libre, et que jamais je n'y retournerai. À présent, j'apprécie tellement mieux ma liberté, mon temps, ma vie, tout. Je suis ivre de cette merveilleuse sensation d'être libre. Cette liberté que Tina chérit tant désormais, elle le met au profit de son travail et de ses amitiés. Elle n'a jamais passé autant de temps avec Diego Rivera et leur cercle d'amis profondément engagés dans le mouvement communiste mexicain. Le Mexique entier est en quête de liberté. Gérard de Cortanze explique dans son ouvrage « Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre », En ces premiers mois de l'année 1925, un nouveau président vient d'être élu, Plutarco Elias Calles. Son programme ? Assainir les finances publiques en abaissant le salaire des fonctionnaires et en simplifiant la bureaucratie. Plutarco Elias Calles est bien décidé à faire appliquer à la lettre la Constitution mexicaine de 1917. Cette actualité mexicaine intéresse au plus haut point Tina Modotti, qui a depuis toujours évolué dans un environnement socialiste. Et grâce à son cercle d'amis avec qui elle échange des discussions politiques passionnées, elle se sent appartenir aux changements radicaux du peuple mexicain. Dans cet engagement, Tina se perd dans ses réflexions. Elle peine à comprendre comment se consacrer pleinement et entièrement à son art au travers de ses convictions politiques. Cette hésitation, elle commence d'abord à le mettre sur le compte qu'elle est une femme. En effet, à son époque, on dit des femmes qu'elles sont dans l'incapacité de se concentrer sur une seule et même chose. Autrement dit, les femmes sont multitâches, une caractéristique qui les empêcherait de réussir pleinement dans un domaine. Mais rapidement, Tina juge que ce n'est pas sa condition de femme qui la freine, mais son rapport au juste équilibre entre vie et art. Une vie qu'elle dit trop l'animer pour ne pas en faire souffrir son art, car pour elle, l'art est épanoui tant que la vie est modérée. Elle poursuit sa réflexion dans une lettre adressée à Édouard. Il devrait y avoir un véritable équilibre entre les deux éléments, alors que chez moi, la vie cherche toujours à l'emporter. Et inévitablement, l'art en souffre. Je ne saurais accepter la vie telle qu'elle est. Elle est trop chaotique, trop inconsciente. Et donc, je lui résiste. Je me bats contre elle. Je suis sans arrêt en train de lutter pour modeler la vie selon mon tempérament et mes besoins. En d'autres termes, je mets trop d'art dans ma vie, trop d'énergie. Et par conséquent, il ne me reste pas grand-chose à donner à l'art. Certainement que Tina cherche auprès d'Édouard du réconfort face au seul être capable de comprendre sa quête et ses questionnements.
Mais le fossé entre les deux photographes ne cesse de s'élargir. Preuve en est à l'été 1925, lors duquel tous deux exposent au musée d'État de Guadalajara. À cette occasion, Edward Weston revient au Mexique. Mais bien que ce temps soit des plus réjouissants, force est de constater leurs différences. Dans le train qui doivent les ramener à Mexico, Edward est assis en première classe. Il espérait profiter du voyage pour parler avec Tina, mais elle a refusé de s'y asseoir, préférant voyager auprès des paysans et ouvriers dans la classe la plus basse. Cet engagement concret et réel que Tina applique au quotidien ressort par la même occasion dans ses photographies. Leur esthétique témoigne de ses idéologies et la rupture avec Weston ne peut être que plus flagrante. Et cette rupture est d'autant plus forte que Tina inscrit également son engagement dans son entourage. La photographe limite son cercle proche à des amis eux-mêmes très engagés. Mais si Tina aime échanger et débattre politique autour d'un verre, elle aime également le faire après une nuit de débat. Son intérêt se porte pour les révolutionnaires mexicains, les hommes engagés et visionnaires. C'est ainsi qu'elle entretient une relation depuis plusieurs mois avec Xavier Guerrero, peintre et muraliste. Une relation qui se fait vite connaître de tous et qui ne tarde pas à rendre jaloux Edward Weston. Jalousie telle que le jour où il apprit l'aggravation de la maladie de la mère Modotti, il refusa d'en faire part à Tina, car elle était alors dans la maison de son amant. Quand elle prit connaissance de la situation dans laquelle se trouvait sa mère, elle saisit ses affaires et partit la rejoindre à San Francisco. Heureusement, l'état de sa mère s'améliore, et bien qu'il n'y ait plus de quoi s'inquiéter, Tina décide de rester à San Francisco, car elle souhaite y vendre son appareil photo, un Corona, pour acquérir un Graflex. Durant ce laps de temps, elle espère voir dans les yeux de sa famille de la curiosité pour l'enfant devenu photographe et propriétaire d'un studio mexicain. Mais rien. La seule personne en qui elle trouve un semblant de similarité est son frère cadet, Benvenuto, qui a repris le flambeau de leur père en revêtant l'habit de militant communiste et antifasciste. C'est donc tout naturellement que Tina et Benvenuto échangent autour de leurs idéologies communes, et finalement, Benvenuto est le seul de la famille Modotti à prendre au sérieux Tina, autant par son engagement politique que par son art et son choix de mode de vie. Cette absence d'intérêt peine la photographe, mais rapidement, cette tristesse se meut en persévérance. Elle comprend que si la tristesse l'habite, c'est parce que sa vie, c'est désormais la photographie. Alors, pour que le monde porte un regard attentif à ses photographies, elle doit travailler plus dur et ne plus être dans la demi-mesure. Elle s'attelle de suite à la tâche. À la maison Modotti, elle trie et jette toutes ses affaires de jeune fille qui n'ont plus de lien avec sa vie actuelle. Dorénavant, tout ce que je possède n'aura trait qu'à la photographie. Le reste, même les choses que j'adore, les choses concrètes, je leur ferai subir une métamorphose. De concrètes, je les transformerai en abstraites. Elle profite également d'être à San Francisco pour intégrer un cercle de photographes exclusivement constitué de femmes. Ce groupe est composé de Consuelo Canaga, Dorothea Lange et Imogen Cunningham. Ces trois photographes, tout aussi engagés dans leur art que dans la politique, motivent Tina dans ses ambitions. C'est donc ainsi que Modotti regagne Mexico au printemps 1926. De retour au Mexique, Tina explore une photographie davantage ancrée dans la réalité sociopolitique. Elle commence d'abord par travailler les textures et les contrastes qui feront de ces images une identité à part entière. En résultera sa photographie Main d'ouvrier à la pelle, qui marque un véritable avant et après dans sa carrière. À elle seule, la photographie traduit la force, la sagesse et la détermination de l'ouvrier photographié. Et tout cela à travers deux simples mains d'homme posées sur un manche de pelle. Une image qui n'est pas sans rappeler l'influence des muralistes dans l'esthétique de Tina. D'ailleurs, il se dessine très nettement une influence de l'art de Diego Rivera sur celui de Tina Modotti. Tous deux défendent l'idée commune que l'art doit se mettre au service du peuple. Mais plus que cela encore, dès mars 1926, Tina mène une double vie. En plus de sa relation avec Xavier Guerrero, Diego devient son amant.
Une liaison qui ne dure qu'une année, mais qui est assez marquante pour convaincre Lupe de demander le divorce. Le couple Rivera se brise. Quant à Tina, 2 mois après le début de sa relation avec Diego, elle part en voyage sur les terres mexicaines, en compagnie d'Edouard. Ils ont été invités à produire à 4 mains un projet liant à la fois l'art moderne mexicain et les origines traditionnelles et précolombiennes du territoire. Ce voyage transforme radicalement Tina, qui ne se sent plus italienne ni même américaine, elle ressort plus mexicaine que jamais. Et à contrario, Édouard, lui, en a plus qu'assez de cette terre. Heureusement, cette distance n'est pas visible dans les photographies. La symbiose est telle qu'on peine à distinguer une photo Modotti d'une photo Weston. Le projet est une réussite. Les images paraissent dans toute la presse mexicaine. Des parutions qu'Édouard voit à peine tant il est pressé de repartir. Mais comme toujours, Tina réagit différemment de son ex-amant. Elle veut produire encore et toujours plus d'images sur le Mexique, son peuple et ses militants. À peine les articles ont-ils fini de célébrer son projet avec Weston qu'elle replonge la tête dans un nouveau projet, cette fois-ci bien plus personnel. Car désormais, elle souhaite rendre visibles les femmes indigènes. Celles qui réalisent les tâches les plus humbles de la société, mais aussi les plus importantes et les plus ancestrales. Avec cette série, les journaux locaux, nationaux et internationaux lui ouvrent leurs portes. Nous sommes au début de l'année 1927 et les images de Tina Modotti deviennent des icônes de la révolution mexicaine, où les paysans et ouvriers sous-payés côtoient les femmes indigènes, le tout rythmé par les images symboliques telles que les épis de maïs de la lutte pour la terre, les guitares des chants révolutionnaires, la faucille et le marteau du communisme et la cartouchière pour les armées rebelles. Mais Tina Modotti ne s'arrête plus à la photographie. Son militantisme se veut dépasser l'art pour envahir toutes les facettes de sa vie. Tout d'abord, en intégrant des organisations dites révolutionnaires. On parle alors du SRI, le Secours Rouge International, du Comité antifasciste des exilés italiens au Mexique et de la Ligue anti-impérialiste des Amériques et des mains du Nicaragua. L'ambition de Tina est on ne peut plus claire, mener un mode de vie révolutionnaire par une carrière militante, un entourage engagé et des relations idéologiques. C'est ainsi qu'elle fait des rencontres déterminantes. Manuel Alvarez Bravo, jeune photographe qui deviendra des années plus tard le pionnier de la photographie mexicaine dite moderne. Suite à quoi, Tina noue une profonde amitié avec Lola, l'épouse de Manuel, elle aussi photographe, qui marquera l'histoire par ses images. Vient ensuite une autre rencontre marquante de sa carrière, il est ici question de Frida Kahlo. Toutes deux se rencontrent lors d'une soirée des plus festives. Diego est là, lui aussi, et Tina, qui n'est pas du genre entremetteuse, n'est pas non plus aveugle à leur amour qui plane dans l'air. Alors, Tina ne fait que donner un coup de pouce au destin, en les aidant à se rapprocher un peu plus davantage qu'ils ne le sont déjà. 1 an plus tard, Frida et Diego se marient. Mais qu'en est-il de sa propre relation avec Xavier Guerrero ? Au Parti communiste, on la conjure de prendre de la distance avec ses amours pour se consacrer pleinement à la cause antifasciste. Une situation qui s'imposera d'elle-même en août 1927 quand Xavier annonce à Tina qu'il est envoyé à l'école de Lénine à Moscou pour 3 ans. Avant son départ, Xavier confie à Tina son pistolet, un calibre 45, une arme qu'il suggère à la photographe de vendre pour gagner de l'argent facilement. Mais elle n'en fera rien. Elle range l'arme dans un tiroir de sa maison et n'y touchera plus. Finalement, la séparation physique avec Xavier n'est pas aussi dure pour Tina
qu'elle ne le fut avec Édouard. Et cela très certainement parce qu'elle a trouvé un travail très prenant à la rédaction d'El Maquette, où elle traduit des articles et analyses de politique étrangère. C'est là, dans les bureaux de la rédaction, qu'elle y fait la rencontre de Julio Antonio Mella. Cela fait bientôt 2 ans que son cercle d'amis ne parle que de lui. Cet homme que l'on nomme l'ange rebelle, et à juste titre, car malgré son emprisonnement et sa grève de la faim, le révolutionnaire cubain n'a en aucun cas perdu de sa beauté quasi divine et de son charisme incomparable. La vie de Julio Antonio Mella n'est alors inconnue d'aucun révolutionnaire mexicain. Étudiant cubain brillant, il a dénoncé publiquement la corruption, la répression et la dépendance des élites cubaines aux États-Unis. Son talent d'orateur a rassemblé et uni les étudiants et ouvriers opposés au régime autoritaire du président Gerardo Machado. Suite à quoi, Mella est devenu l'un des cofondateurs du Parti communiste cubain, prônant une révolution sociale et anti-impérialiste. Une attitude qui inquiéta autant le régime cubain en place que les États-Unis eux-mêmes, et força donc le jeune révolutionnaire à l'exil au Mexique. Mais ce que Tina Modotti ne sait pas, c'est que Julio Antonio Mella travaille lui aussi pour la rédaction d'El Maquette en tant qu'éditorialiste et de chroniqueur. Et si elle ne le sait pas, c'est parce que l'ange rebelle publie sous divers pseudonymes qui garantissent sa sécurité. Le rencontrer est donc aussi surprenant que le coup de foudre qui les frappe à peine le regard croisé. La tentation d'entamer une relation passionnelle est des plus fortes, mais les amoureux doivent tempérer leurs ardeurs. Tina est encore, aux yeux de tous, l'amante de Guerrero. On la considère même comme sa femme, bien qu'aucune union ne fût scellée. Elle doit aussi préserver son image, dont la réputation la précède, une réputation de voleuse de mari, de libertine et de poule de luxe. Julio, quant à lui, est encore marié, bien que le divorce avec sa femme soit en cours. Il craint qu'une relation extra-conjugale n'entache sa réputation et la crédibilité de son discours. La retenue et la discrétion sont donc de mise. Les amoureux se voient et entament leur liaison, mais le secret est soigneusement enfermé à double tour. De cette relation, Gérard de Cortanze dira « Tina n'a jamais été aussi amoureuse. N'a jamais eu autant le sentiment d'appartenir non pas à quelqu'un, mais à un homme. Une drôle de sensation, celle de se sentir absolument libre, d'appartenir tout entière à cet homme qu'elle aime comme elle n'a aimé aucun autre avant lui. » La relation qui lie les deux militants est unique. La passion se mêle à l'intellect et aux idéologies. La photographe témoigne de sa passion par l'image. Des portraits du souriant Mella en passant par des images de la machine à écrire de son amant, rien n'échappe au regard de la photographe. Pas même leur temps passé sous le soleil sur l'azotea. Là où aucun regard indiscret ne compromet leur relation, Tina capture Julio dans le plus simple appareil. Aux côtés de Julio, Tina devient plus franche dans sa manière de documenter les réalités sociales mexicaines. Elle en va même jusqu'à s'inscrire comme une pionnière du reportage social. Tina Modotti ouvre ainsi le bal à une photographie plus directe et plus en phase avec les conflits et intérêts du peuple. Mais ces photographies et son amour ne suffisent plus à satisfaire l'amant rebelle et révolutionnaire, car Julio vient de divorcer. Et bien que Tina soit entièrement dévouée à l'homme et à la cause antifasciste, elle n'a toujours pas rompu avec Xavier Guerrero. La réalité, c'est qu'elle ne souhaite pas rompre avec lui par correspondance. Mais Julio ne peut attendre. Il s'apprête à partir pour Veracruz où il compte rassembler une armée de militants pour envahir Cuba et renverser la dictature du régime. La mission est dangereuse, alors il impose un ultimatum à Tina. C'est donc à contre-cœur que Tina envoie sa lettre de rupture.
Cette lettre est la plus difficile, la plus douloureuse et la plus terrible que j'ai jamais écrite de ma vie. J'ai longtemps retardé de le faire, mais il est temps. J'aime un autre homme. Je l'aime et il m'aime. Et cet amour a rendu possible ce que je croyais à jamais impossible, c'est-à-dire de ne plus t'aimer. Je pensais attendre encore un peu pour te le dire de vive voix. Je pensais que ça aurait été plus juste et plus loyal que de te l'apprendre ainsi dans une lettre. Ce n'est que des semaines plus tard que la jeune femme reçoit enfin un télégramme de sa part. Reçu ta lettre. Adieu. Guerrero. La rupture qui devait alléger le cœur de Tina et la relation du couple n'est en réalité que les prémices d'une tragédie à venir. Car à peine la réponse de Xavier reçue, Rulio rentre. Certes vivant, mais déçu de l'échec cuisant de sa mission d'invasion. Un échec qui révèle au monde entier son activité révolutionnaire toujours active et son souhait encore vivant de renverser la dictature cubaine, même depuis sa terre d'exil. Sa rébellion n'est plus qu'un simple problème cubain, il met également en péril l'équilibre des partis communistes cubains et mexicains. Les tensions s'accentuent entre Julio Antonio Mella et les partis. C'est pourquoi l'agent secret et espion du parti communiste italien Vittorio Vidali est envoyé auprès de Julio pour le remettre sur le droit chemin et tempérer ses excès de colère, chose à laquelle le révolutionnaire répond que le seul moyen de quitter l'international est la mort. Le ton est donné. Mella ne compte pas s'effacer face aux tensions. Avec Tina, il continue d'assister aux réunions des partis et autres rencontres plus informelles du cercle communiste. Leur engagement reste le même, si ce n'est qu'il est encore plus fort. Le soir du 31 décembre 1928, les Cubains en exil veillent le Nouvel An. La soirée bat son plein et dans la foule, Tina et Julio profitent des festivités. Tout y est permis, à une seule condition, pas de politique. Slogans, drapeaux et autres revendications politiques sont arrangés au placard. L'heure est à la fête, non à la révolution. Mais au cours de la soirée, un agitateur se fait entendre en brandissant un drapeau cubain. La règle était pourtant claire, et Julio compte bien la faire respecter. Il se précipite alors sur l'agitateur pour saisir l'objet interdit. Mais le mal est fait. Julio est tombé dans le piège que lui a tendu les services secrets cubains. Dès le lendemain, la presse cubaine se déchaîne sur Mella, l'accusant d'avoir profané le drapeau national. Il savait qu'il était surveillé et suivi de près par les espions cubains. Mais cette fois-ci, la situation s'est aggravée. Un informateur lui glisse dans l'oreille que des tueurs cubains ont été envoyés à Mexico pour l'assassiner. Quand l'affaire se fait entendre dans le cercle rapproché du couple, on implore Julio de prendre ses précautions, se munir d'une arme et s'entourer d'une protection. Tina elle-même s'inquiète et implore son amant de se protéger, mais rien n'y fait. L'homme refuse de se laisser intimider. C'est dans ce climat d'inquiétude que Tina s'apprête à vivre le pire jour de sa vie. Nous sommes le 10 janvier 1929 et le couple assiste à une réunion politique au siège du Secours Rouge International. Tandis que la rencontre tend vers sa fin et que les amants rangent leurs affaires pour rentrer chez eux, on fait savoir à Julio qu'un appel téléphonique lui est adressé. Julio entend la voix d'un certain José Magrinat. Il l'informe être détenteur d'une information importante le concernant. Une information qu'il ne peut lui révéler de suite tant elle est confidentielle. Il lui donne donc un point de rendez-vous dans un bar au coin de la rue. Dans le bar, José Magrinat confirme à Julio la présence de 2 tueurs dans Mexico. Depuis le début de la journée, il cherche à le liquider au plus vite. Quand Tina l'apprend, son inquiétude ne fait que croître. Mais Julio, toujours optimiste, relativise. Ils vont rentrer de suite chez eux.
et passeront la nuit en sécurité à la maison. Le couple se met donc en marche, serrés l'un contre l'autre. Dans moins de 10 minutes, ils seront chez eux, en sécurité. Il est 21h40 et le couple passe sous un réverbère. Tina et Mela se précipitent sous un porche. Une fois en sécurité, l'homme s'effondre. Il a été visé à bout portant. Les 2 balles tirées l'ont touché, l'une au bras, l'autre à l'abdomen. Tina constate que son amant perd beaucoup de sang. À peine l'ambulance arrive-t-elle que Tina embarque pour soutenir Julio et l'inciter à tenir bon. Arrivé à l'hôpital, Julio est emmené au bloc opératoire et sur le chemin, un commissaire de police accompagne le brancard pour recueillir la déposition de Mela. Le présent Mela, en possession de toutes ses facultés mentales, a déclaré que, tandis que vers un peu moins de 22 heures, ce 10 janvier 1929, il remontait l'avenue Morelos avec Madame Tina Modotti. Il entendit 2 coups de feu qui touchèrent sa propre personne, en provoquant les lésions qu'il présente. Il affirme qu'il a la certitude que ses agresseurs sont 2 individus envoyés exprès par le gouvernement de Cuba pour l'assassiner. Il n'a pas pu signer à cause du mauvais état où il se trouvait. Arrivé au bloc opératoire, les portes se referment. Julio d'un côté, Tina de l'autre. Elle s'assoit alors, morte d'inquiétude, en attente d'un avis médical. C'est alors que le même commissaire de police l'interroge. Tina n'est pas en état de répondre. Alors, sans trop savoir pourquoi, elle ment. Elle dit être Rose Smith Saltarini, veuve remariée de 40 ans, professeure d'anglais, originaire de San Francisco. Une fois ces informations consignées, le commissaire tourne les talons. Tina est soulagée d'être débarrassée de l'homme. Elle peut enfin se concentrer pleinement sur le drame qu'elle est en train de vivre. Le vendredi 11 janvier 1929, vers 2h du matin, on vient lui annoncer le décès de Julio. Les chirurgiens lui expliquent alors les causes de la mort. Le premier impact de balle a fait exploser le coude de son amant. Le second a traversé les côtes de la victime, a déchiré le poumon droit, sectionné une artère et perforé l'estomac. Tina est anéantie, mais sa fatigue est telle qu'elle n'a même plus la force de pleurer. Elle réclame de voir Julio, une demande qui lui est accordée. Suite à quoi la jeune femme rentre chez elle. Tina ne ferme pas l'œil de la nuit. À peine l'aube levée, une armée de journalistes vient frapper chez elle. Ils veulent l'interroger, la prendre en photo et sortir une exclusivité pour la presse. Quant à elle, elle est totalement épuisée et souhaite se débarrasser au plus vite de ces intrus, ce qui la pousse à ouvrir sa porte et prononcer uniquement ces quelques mots. Nous étions si heureux, Julio, Antonio et moi. À cet instant, une photo d'elle est prise. Elle se recule et ferme la porte. Elle leur a donné ce qu'ils voulaient. Maintenant, elle souhaite la paix. Paix de courte durée puisque son téléphone vient à sonner. On l'informe que le corps de Julio repose au siège du Parti communiste mexicain où aura lieu une veillée funèbre le soir même. Ni une ni deux, Tina se change pour s'y rendre. À son arrivée, elle observe un cercueil, ouvert, entouré de cierges et de fleurs à foison. À son sommet trône une étoile, rouge et dorée, une faucille et un marteau. Tina avance, en silence, et se penche au-dessus du catafalque. Elle observe le visage de son amant. Même la mort n'a pas eu raison de sa beauté. Les yeux fermés, comme paisiblement endormis. Elle réclame alors son caraflex. L'une de ses amies le lui amène. Tina saisit le dernier portrait de son amant. Après la veillée, Tina
rentre chez elle. Et en franchissant la porte, elle observe une lettre, tombée au sol. C'est une convocation pour le palais de justice. Elle doit y être interrogée par un juge. À son arrivée sur place, tous sont témoins de l'état de la jeune femme. On la décrit comme horriblement pâle. Ses rides sont devenues des cicatrices et ses cernes forment de profondes crevasses. C'est face à cette jeune femme que le juge expose la raison de sa convocation. Pourquoi avoir menti sur son identité à l'hôpital ? Tina n'en mesurait alors pas les conséquences, mais ce mensonge l'a fait passer pour une possible suspecte du meurtre de Mela. Sans compter qu'au vu de la situation, une perquisition a eu lieu à la maison Modotti et la police a été surprise de découvrir dans un tiroir de bureau le pistolet calibre 45 que Xavier Guerrero lui avait laissé 1 an et demi plus tôt. L'accusation du juge n'est pas franche, mais assez insidieuse pour laisser planer un doute. Doute que la presse ne se prive pas de saisir. Pendant que la presse se déchaîne sur Tina et l'accuse d'être l'autrice du meurtre, les scellés sont posés à son domicile. La police fouille partout et font ressurgir des images privées qu'ils jugent être des pièces à conviction. Il est ici question des photographies de Tina, nue, prises par Weston, et des photographies de Mela, nue, lui aussi, mais pris par Tina, et l'ensemble de ses correspondances privées, dont celles avec Weston, Mela et Guerrero. Autant de pièces à conviction rendues publiques qui provoquent un raz-de-marée dans la presse et un tsunami dans la vie de Tina. On l'accuse d'avoir réalisé une étude photographique immorale sur Mela en vue de son assassinat. Quelle en serait l'alibi ? Rien de plus simple. Tina aurait encore entamé une liaison et au lieu de rompre simplement avec Julio, elle serait passée à la vitesse supérieure en l'assassinant. Tina devient le bouc émissaire de la presse et de la justice. Mais malgré ce lynchage public, rien ne l'empêche de dire un dernier au revoir à Julio. Tina se rend à la cérémonie des funérailles, et à peine le cercueil mis en terre, le juge convoque à nouveau Tina. Elle vient cette fois-ci accompagnée d'un témoin, mais rien n'y fait. La police, ouvertement fasciste, a choisi de lancer son dévolu sur la jeune femme. Il demande à un hypnotiseur de pacotille d'exercer sur la jeune femme. Sa conclusion, le crime passionnel. Les preuves à charge, sa beauté à l'italienne qui envoûte les hommes, un appétit sexuel hors de contrôle et un penchant pour la tromperie excessive. À ces déclarations, un mouvement de solidarité en faveur de Tina résonne dans de rares bureaux de presse et dans les rues, qui permettent l'ouverture d'une commission d'enquête en vue d'innocenter Tina. Les amis proches de Tina, dont Diego Rivera, clament désormais haut et fort son innocence et l'injustice dont la photographe est victime. Quant à l'avocat de l'accusé, il l'invite à porter plainte contre un journal qu'il a alors insulté de prostituée. Une plainte qui effraie la presse et instaure une accalmie générale. Enfin, le 10 février 1929, soit 1 mois après la mort de Mela, Tina Modotti prend la parole en public pour rendre hommage à son amant. Julio Antonio était un de ces hommes dont l'assassinat peut faire trembler la terre et frémir les tyrans. Nous nous engageons à poursuivre sa voie jusqu'à ce que nous ayons obtenu la victoire pour tous les opprimés du monde. Avec Mela, a été non seulement tué l'ennemi de la dictature cubaine, mais l'ennemi de toutes les dictatures. Partout, il y a des hommes qui se vendent pour de l'argent, et l'un d'eux a essayé de dégrader la mort de Mela en la présentant comme un crime passionnel. Encore une fois, nous disons que l'assassin de Mela est Gerardo Machado, président de Cuba. Tout cela mis en place, Tina est peu à peu lavée de tout soupçon. Ses contrats photographiques reprennent, mais la mort de Mela a profondément impacté sa manière d'appréhender la vie et son travail. D'abord, ses reportages sociaux proposent un autre rapport à la réalité, plus instantané et plus brut. Et puis, rapidement, Tina réalise que son engagement politique fait souffrir son travail photographique. Elle en vient même à se demander si elle ne ferait pas mieux d'arrêter la photographie pour se consacrer totalement à la lutte du mouvement internationaliste. Mais là, lui a bien sacrifié sa propre vie pour le Parti communiste. Pourquoi ne pourrait-elle pas faire de même ? Dans cette démarche de suivre les pas de son amant,
Elle est prête à tout, même à rompre tout lien avec le couple Rivera-Kahlo quand ces derniers démissionnent du parti. Mais si l'engagement de Tina semble de plus en plus radical, il lui permet surtout de gagner en lucidité sur sa situation au Mexique. Depuis son procès, elle se sait surveillée par le gouvernement. Elle est désormais, aux yeux de tous, l'amante dévouée et endeuillée de Julio, et, de facto, une menace pour l'équilibre du pays. Et depuis la constitution mexicaine de 1917, qui est respectée à la lettre, le gouvernement peut expulser tout étranger jugé comme indésirable. Et les premiers à être en ligne de mire sont ni plus ni moins que les membres des partis communistes locaux, partis désormais considérés comme illégaux. À la vue de cette fin inéluctable, Tina Modotti prévoit une dernière exposition mexicaine. Je me dis que si je quitte le pays, je lui dois presque d'exposer. Son exposition, aux airs de rétrospective de ces années mexicaines, prend place le 3 décembre 1929, à la Bibliothèque nationale du Mexique. Et à cette occasion, elle publie son manifeste, dont en voici quelques lignes. La photographie, par le fait même qu'elle peut être produite seulement dans le présent et qu'elle se fonde sur ce qui existe objectivement en face de l'appareil photo, s'impose comme le moyen le plus satisfaisant pour enregistrer la vie objective dans toutes ses manifestations. De là sa valeur documentaire. Et si l'on ajoute à cela la sensibilité et compréhension de l'argument, et surtout une idée de la place qu'elle doit occuper dans le déroulement de l'histoire, je crois que le résultat est digne de jouer un rôle dans la révolution sociale à laquelle nous devons tous contribuer. Les éloges de l'exposition se font nombreuses, la célébrant comme la première exposition photographique révolutionnaire du Mexique. Quant à Tina, on oublie les mois tumultueux du début de l'année. On célèbre son génie et son talent. Le journaliste Baltasar Dromundo qualifie même la photographe comme la plus grande de son temps. Il aura fallu passer par le pire pour que Tina profite pleinement de cette reconnaissance, mais aussi de cette liberté. Mais elle sait aussi que cette liberté n'a que peu de sens dans sa situation, car sa vie au Mexique ne tient plus qu'à un fil. Un jour, elle confiera à Baltasar « Si tu me permets, en cette circonstance, d'utiliser le mot « vaincu », je te dirais que je me sens vaincue, de ne plus rien avoir à offrir, et aussi de ne même plus avoir la force d'être tendre. » Tel est bien le mot qui pleut sur les étrangers expulsés à compter de 1930, année durant laquelle le Mexique rompt officiellement ses liens diplomatiques avec l'URSS. Tina, évidemment, n'est pas épargnée. Elle est arrêtée sous prétexte qu'elle a conspiré contre le gouvernement mexicain. Les preuves sont trop minces pour prouver de telles allégations. Alors on change l'accusation. Tina serait une fauteuse de troubles. Une accusation assez forte pour l'expulser. Mais en attendant la fin des procédures, elle doit attendre en prison. Elle est enfermée au Palais Noir, où sont détenus et exécutés les condamnés à mort. Dans sa cellule, Tina fait la grève de la faim. Marie Doherty, seule amie de Tina qui est parvenue à lui rendre visite, dira « Quel calvaire de voir Tina dans une cellule qui me criait des choses par la fenêtre et qui pleurait et voulait sortir. » Tina a 3 choix qui s'offrent à elle, le Mexique, l'Italie ou les États-Unis. Pour le Mexique, elle peut y rester si, et seulement si, elle abandonne toute activité révolutionnaire. Mais impossible pour elle de nier ses convictions et abandonner son engagement. Et puis, elle craint qu'on l'oblige de retourner en Italie, qui est sous le joug du fascisme. Elle peut également retourner aux États-Unis, grâce à sa double nationalité obtenue par son mariage avec Robo. Mais là non plus, l'idée ne la convainc pas. Finalement, après 13 jours d'emprisonnement, Tina est libérée à la seule condition de quitter le pays, sous 48 heures. Le temps suffisant pour retourner chez elle, préparer ses bagages. Et à ses côtés, Manuel Alvarez Bravo, qui souhaite être présent pour la soutenir. Il l'observe trier ses affaires. Tout ce qui ne tient pas dans sa valise, elle le jette. Et dans cet amas d'objets délaissés, ses photographies. Manuel en profite pour en ramasser quelques-unes et demande discrètement à Tina s'il peut les garder.
Tina est dans ses pensées. Elle ne fait que d'acquiescer. Manuel et Lola Alvarez Bravo accompagnent Tina le 21 février 1930 à la gare. Sur le quai, le trio se font les derniers adieux. Elle se dirige vers le train et devant la porte, la police la menotte avant d'embarquer. Elle ne sera libérée qu'une fois à bord du bateau qui l'amènera à Rotterdam. Dans ce Mexique vibrant, Tina Modotti a lié son destin à celui des révolutionnaires et des artistes. Mais l'assassinat de Julio Antonio Mella et les soupçons qui pèsent sur elle marquent un basculement brutal. Chassée, surveillée, elle doit désormais quitter ses rêves et partir vers un pays inconnu. Un exil que je te raconterai dans la partie 3 de notre série consacrée à Tina Modotti. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore et un merci tout particulier aux interprètes de cet épisode, à savoir Vanille du podcast C'est Creepy, Kurt du podcast Obscurum, ainsi qu'à Sabine et Pierre-Jean. Si toi, cher auditorice, tu as aimé cette plongée dans l'histoire de Tina Modotti, n'hésite pas à laisser des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi rejoindre la communauté de Nicéphore sur Instagram et TikTok pour prolonger la discussion et découvrir encore plus de contenu autour de l'histoire de la photographie. Tu trouveras en description toutes les références citées dans cet épisode. Prends soin de toi et n'oublie pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.